Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2839 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 8 mars avec des anniversaires et tout d'abord la pépite du PSG, Warren Zaïre-Emery fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 18 ans, il est majeur, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et normalement aujourd'hui ou peut-être demain ou après-demain, on n'est pas un jour près, il devrait signer une prolongation de contrat du côté du PSG. Le PSG attendait qu'il a 18 ans, bah ça y est, donc il devrait signer 5 ans du côté de Paris. Bon anniversaire à Zaïre-Emery. Des autres anniversaires également aujourd'hui en ce 8 mars, Moussa Niakhaté, donc défenseur central de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple, il y a Rémi Cabella, joueur de l'équipe de Lille, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Et également Florentino Pérez, le président du Real Madrid, il fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 77 ans, peut-être le plus grand président de l'histoire, certainement. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. L'Europa League et l'Europa Conference League. On commence tout d'abord avec l'Europa League et l'Olympique de Marseille qui joue à domicile contre Villarreal. Et ça a été un carton pour l'Olympique de Marseille. 4-0 pour les Marseillais. Verretou, un but contre son camp et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. 4-0. À Marseille prend une sacrée option pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Europa League. Bon, ils se déplaceront la semaine prochaine, mais bon, ils ont quand même plus 4 buts d'avance, donc ça sent bon quand même pour l'équipe de Marseille. De côté, Villarreal, ils ont très peu proposé de choses. En plus, ils ont pris un rouge. Dès qu'ils ont pris un rouge, on peut plus de but. C'est vrai qu'on a pu penser, ils ont pris un rouge, donc ils ont pris plein de buts. Non, il y avait déjà 4-0 et ils ont pris un rouge. Du coup, Marseille, c'est dommage, on n'a pas réussi à mettre encore d'autres buts, mais bon, 4-0, il n'y a rien à dire. La soirée a été magnifique pour l'Olympique de Marseille qui a été totalement supérieur à son adversaire. Donc l'OM a ses 11 tirs, ses 7 tirs cadrés, 4 buts inscrits, donc efficacité très bonne. De côté Villarreal, donc ils n'ont pas du tout existé, seulement 5 frappes dans le match, 0 tir cadré pour Lopez. Les gars, il n'a pas eu un arrêt à réaliser lors de cette rencontre. Donc félicitations à l'OM, et l'OM régale actuellement parce que depuis le départ de Gattuso, je pense qu'il doit regarder bien sûr les résultats de l'OM, il doit se dire mais qu'est-ce qui se passe, ils ont changé d'entraîneur et ils font que de gagner cette équipe de l'OM. Grâce à lui, Jean-Louis Gasset, il est arrivé, il était critiqué au début, des supporters de l'OM qui disaient on veut pas de... Pourquoi on ramène Joe Biden, parce que voilà, il est plutôt âgé, il a quand même 70 ans, tout ça, donc voilà, il est arrivé les gars, c'est 4 matchs, c'est 4 victoires, c'est 16 buts marqués, je crois seulement 3 buts concédés, c'est incroyable ce qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille. Donc voilà, bilan très solide, c'est une moyenne de 4 buts inscrits par match. Qu'est-ce que tu veux faire de plus les gars? Tout va bien actuellement du côté de Marseille, ça gagne et surtout ça marque beaucoup de buts. Regardez, il y a eu 3-1, 4-1, 5-1 et hier soir 4-0. Et Marseille a inscrit au minimum 3 buts lors de ses 4 derniers matchs officiels. Regardez, c'est vrai, il y a au moins 3 buts marqués avec Jean-Louis Gasset sur le banc. Donc c'est une première pour un entraîneur marseillais depuis Roger Rollion en 1954. Il faut remonter à plus de 80 ans pour voir l'équipe de l'OM enchaîner 4 matchs officiel en mettant au moins 3 buts. Voilà, donc Jean-Luc Gasset bien sûr réalise cette magnifique performance. La une du journal L'équipe aujourd'hui, donc voilà, ça revient sur Marseille. Merci pour tout et ça parle surtout d'Aubameyang grâce à 2 nouveaux buts de Pierre-Emerick Aubameyang qui devient le meilleur buteur de l'histoire en C3, donc en Europa League. L'OM a réussi son test européen et confirme un peu plus son renouveau. La voie pour les quarts de finale est totalement dégagée avec une victoire bien sûr 4-0. Et Aubameyang, parce qu'avant le match il était co-meilleur buteur de l'Europa League avec Falcao à 31 buts, donc il a marqué un doublé, donc du coup 33 buts pour Pierre-Emerick Aubameyang et il devient seul meilleur buteur de l'histoire de cette Europa League avec 33 buts inscrits, l'attaquant gabonais, donc félicitations à lui. Donc cette saison il a marqué quand même 9 buts en Europa League, c'est bien évidemment le meilleur buteur en Europa League. Si on compte aussi en Ligue des Champions, même en Europa Conference League, il n'y a pas d'autres joueurs qui ont marqué autant que Pierre-Emerick Aubameyang cette saison. Par exemple en Ligue des Champions, je crois que c'est Harry Kane, Mbappé et Haaland, ils sont à 6 buts, donc lui il a 9 buts en Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang, donc voilà, il devient le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts lors d'une même saison avec un club français en C3. Félicitations à lui. Et on peut même rajouter 2 autres buts, 11 buts cette saison en Coupe d'Europe parce que 9 en Europa League et 2 qu'il avait marqué en Ligue des Champions. Bon, c'était en tout début de saison, souvenez-vous, c'était les barrages où Marseille avait échoué, mais il avait marqué quand même un doublé. Et du coup, ça fait 11 buts cette saison en Coupe d'Europe pour l'attaquant gabonais. Et Aubameyang jure sur ses enfants, son lob était bien voulu parce qu'il a marqué un sublime. Donc il a marqué le premier but sur penalty, mais son deuxième, ça a été un lob. On se demande comment il a fait pour la mettre. Donc il dit vraiment, il parlait avec le journaliste là, enfin Paganelli, il disait que vraiment c'était voulu. Il a vraiment voulu faire ça, il n'a pas voulu centrer. C'est pas un centre foiré qui a fini au fond des filets. Il a dit sur la tête de mes enfants que j'ai vu Pep Reina, donc le gardien de Villarreal, avancer. Je me suis dit, même si c'est bien sûr j'ai de la réussite sur le geste. Donc voilà, il voulait vraiment faire ce geste. Il l'a superbement réalisé.
En plus, buteur du pied gauche sur ce deuxième but. Magnifique, donc félicitations à lui. Et c'est vrai que la dernière fois qu'Aubameyang a affronté, c'était avant le match, c'était avant le match de Villarreal là. Donc la dernière fois qu'il avait affronté une équipe dirigée par Marcelino en Europa League, donc le Gabonais avait inscrit un triplé parce que Marcelino avait été le coach de Valence et il était à Arsenal. Et il avait marqué un triplé du côté de Valence et même sur les deux confrontations, le match aller, le match retour, il a même marqué 4 buts. Un triplé à Valence et le match aller, il avait marqué un but à Arsenal contre l'équipe de Valence. Il a marqué 4 buts lors du dernier match qu'il avait pu affronter, la dernière fois qu'il avait affronté encore Marcelino. Donc Pierre, il a encore marqué un doublé. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant Aubameyang. On va parler aussi de Jonathan Klaus, beaucoup critiqué là ces dernières semaines, mais il a répondu encore présent avec une nouvelle passe D, sa 6e passe décisive sur le premier but de Verretou. C'est lui qui fait la passe D, 6 passes D quand même cette saison en Europa League. C'est bien évidemment le meilleur passeur de cette Europa League. Donc meilleur buteur et meilleur passeur en Europa League, c'est du côté de Marseille cette saison. Et c'est vrai que Klaus, c'est vraiment très fort sur ces 4 dernières saisons. Donc là, il a passé la barre des 10 passes D. Donc 6 en Europa League et le reste certainement en Ligue 1 ou en Coupe de France. La saison dernière, il avait fait 13 de passes D. Il y a eu 11 il y a 2 ans et 7 passes D il y a 3 ans. Donc voilà, chaque fois, il arrive à faire pas mal de passes décisives. Jonathan Klaus. La une du journal Équipe, regardez, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est par rapport à Marseille, mais regardez, c'était le mercredi 11 octobre 2023, le lendemain qu'il s'était fait, qu'il avait démissionné, Marcelino. L'OM est un club qui régresse. Dans un entretien à l'équipe, l'ancien entraîneur de l'OM revient pour la première fois sur les raisons de son départ après seulement 2 mois à Marseille. Il a dirigé seulement 7 fois des matchs de Marseille en tout début de saison. Il avait dit, l'OM est un club qui régresse. Puis voilà, Marseille a bien pris sa revanche sur Marcelino avec une victoire 4-0 hier. Donc c'est encore jouable parce qu'on a déjà vu des 4-0 dans le passé qui ont été remontés avec des 6-1 lors du match retour. Vous savez quel match je parle, mais bon. Alors, Marseille, les gars, même s'ils perdent 2-0, ils seront quand même qualifiés. Donc voilà, Marseille, de toute façon, ils iront là-bas à Villarreal dès jeudi prochain. C'est pour gagner le match, bien évidemment. Bref, et toujours sur ce match, on va juste parler de ce joueur, les gars. Yerson Mosquera, donc un défenseur de l'équipe de Villarreal, donc lui, mi-temps catastrophique. Donc déjà, buteur contre son camp. Et ensuite, il provoque le penalty sur une faute de Ismail Assar, transformé par Aubameyang. Donc fautif des 2 buts. 2 buts concédés de son équipe hier lors de cette rencontre. On continue les gars avec les autres matchs en Europa League. On va parler du carton de Liverpool du côté du Sparta Prague. Et Liverpool s'est imposé 5-1. McAllister, Nunez doublé, Diaz buteur et Szoboszlai en toute fin de match. Donc Liverpool 5-1 à l'extérieur, plus 4 aussi en différence de en différence de but en gros par rapport à Prague. En plus ils recevront la semaine prochaine. Ça sent très bon, bien sûr, pour l'équipe de Liverpool. Donc, ils sont quasiment, c'est en quart de finale. Donc, 20 tirs, 10 tirs cadrés, 5 buts. Ça a été un match quasiment à sens unique. Et Nunez, les gars, qui a marqué un doublé, donc vient de marquer le 1000e but de Liverpool sous Jürgen Klopp. Donc, depuis qu'il est arrivé, Klopp, donc il y a eu déjà 1000 buts inscrits. C'est Nunez qui a inscrit ce 1000e but. Et les joueurs qui ont le plus marqué sous l'ère Klopp, c'est Salah, 202 buts. Mané, 120 buts. Et Firmino, 111 buts. Voilà, c'est le triple, la trio légendaire. Il y a aussi Jota qui en a marqué 55 et Origi 41. Donc les meilleurs buteurs sous l'ère Klopp. Ça, bien sûr, ça marchait très bien. Mais pas Klopp en fin de saison quittera bien sûr l'équipe de Liverpool. Et Nunez vient d'égaler son total de buts de la saison passée avec Liverpool. Donc la saison passée, il avait marqué 15 buts et 4 passes D. Et là, c'est bien mieux. Déjà, il y a 15 buts au même niveau et 11 passes D, donc déjà plus de passes D au même nombre de buts. Et bon, il reste encore à peu près, je sais pas, championnat, plus ils sont encore qualifiés en FA Cup, ils sont encore qualifiés en Europa League. On pense qu'il va jouer encore une quinzaine de matchs, même peut-être jusqu'à 20 matchs. Il y a moyen encore bien sûr qu'il marque pas mal de buts, donc il dépassera bien sûr son total de la saison dernière. On va parler du Bayer Leverkusen. Ils ont eu très chaud les Allemands. Ils jouaient du côté de l'Azerbaïdjan, du côté de Karabakh. Pourquoi? Parce que Karabakh menait 2-0 à la mi-temps. Tiens, regardez, Yacine Benzia, ancien joueur de Lyon, même de Dijon. Il a joué à Dijon il y a quelques années. Mais il a marqué côté Karabakh. Et Juninho, bon lui c'est pas l'ancien joueur de Lyon, Juninho, mais c'est qui s'appelle Juninho. Bref, il y avait 2-0 pour Karabakh. Bon, Leverkusen c'est sauvé, Florian Wirtz 70e et Patrick Schick à la 90e, plus 2 minutes de temps additionnel. Voilà, donc grâce à ce but, dans toute fin de match, ils ne perdent pas. Bon, donc là, maintenant, ça sera le retour chez eux. Ça sera autre chose, bien sûr. Donc ils évitent le pire, on peut dire. Cette équipe de Leverkusen, c'était très compliqué. Pour eux, du côté de Karabakh, surtout à 2-0 à la mi-temps, on s'est dit, tiens, peut-être première fois de la saison. Ils vont perdre Leverkusen, mais ils ont su réagir parce que c'est une très belle équipe. On sait, cette équipe allemande, grâce à Patrick Schick, je l'ai dit, buteur à la 92e minute de la rencontre. Et du coup, Leverkusen arrache le nul dans les
toute dernière seconde de la rencontre. Donc les hommes de Xabi Alonso ont eu chaud, mais enchaînent un 35e match d'affilée sans la moindre défaite. C'est fou. Donc quand c'est du W, c'est du win, c'est des victoires. Quand c'est un D, c'est un match nul. Et quand c'est un L, lose, c'est défaite. Il n'y a pas de L, il n'y a pas de lose, parce qu'il n'y a pas eu de défaite encore depuis le début de la saison, depuis le début août. On est quand même quasiment mi-mars. Incroyable. On va parler de l'AS Roma qui joue contre Brighton. L'AS Roma a passé 4-0 à cette équipe anglaise. N'oubliez pas que Brighton avait fini en tête dans la poule de l'Olympique de Marseille. Ils n'avaient pas joué les 16e. Bon, ils ont pris une correction. Donc Dybala, Lukaku, Mancini, Cristante ont été les 4 buteurs côté AS Roma. Donc aussi, sacrée option quand même pour se qualifier pour les quarts de finale, cette équipe de l'AS Roma. 7 tirs cadrés, 4 buts. C'est à peu près les mêmes stats que Marseille. Même résultat, les stats de Marseille, c'était 7 tirs cadrés pour l'OM, 4 buts. Là, c'est la même chose pour l'équipe de l'AS Roma. Et c'est vrai que depuis que Daniel De Rossi a remplacé, on peut dire, Mourinho, regardez les stats, 10 matchs, depuis 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 30 buts marqués pour seulement 13 buts concédés. Voilà, c'est incroyable. Là aussi, il y a eu un changement d'entraîneur qui a marché. Des fois, les changements d'entraîneur, ça ne marche pas. L'équipe reste toujours aussi nulle. Enfin, les mauvais résultats continuent. Mais des fois, il y a un déclic dans la tête des joueurs. Du côté de l'AS Roma, du côté de Marseille, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, du côté de l'AS Roma, tout va bien. Et Lukaku, buteur. Donc Lukaku, cette saison en Europa League, c'est 8 matchs et 7 buts et une passe D. Il a été bien sûr buteur lors de cette rencontre. Et Dybala aussi. Dybala, les gars, il enchaîne. Sur ses 3 derniers matchs, à chaque fois au moins un but. Donc Brighton, il a marqué un but. Lors du dernier match contre Monza, un but, une passe D, et lors du match avant contre Torino, un triplé. Donc voilà, les stats sont magnifiques bien sûr pour Dybala. Et concernant cette rencontre, juste une petite info concernant l'avant-match. 2 supporters de Brighton ont été poignardés à Rome hier soir avant les 8e, donc c'était avant le match. Avant le match tout simplement contre l'AS Roma. Donc ils ont été blessés, dévalisés la nuit dernière. Donc les 2 hommes ont été agressés au couteau et ont été hospitalisés à la suite de légères blessures au niveau des cuisses. Ils ont été poignardés aux cuisses. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas de... leur jour n'est pas en danger, mais bon, on va voir que, voilà, on envoie beaucoup de force bien sûr à ces 2 supporters de Brighton. On continue avec une autre équipe italienne. Elle aussi, elle en a passé 4. C'est l'AC Milan qui en a passé 4 au Slavia Prague. Donc voilà, bien parti aussi. L'AC Milan qui a plus 2. Bon, après, ça se remonte à plus 2 bien sûr. Donc Pulisic, Loftus-Cheek, Rangers et bien sûr Giroud. Il a été buteur. Donc voilà, tout d'abord les statistiques de la partie là aussi. 7 tirs cadrés, 4 buts. Un peu comme Marseille ou même l'AS Roma par rapport aux tirs cadrés, au but, aux occasions qu'a fini au fond des filets. Et concernant Giroud, les gars, encore buteur, j'ai dit, donc 33 matchs cette saison. Toute compétition confondue bien sûr. Donc 14 buts et 9 passes D. Il a 37 ans. Mais pas qu'il est en fin de contrat, dans 3 mois et 22 jours exactement. Et pour l'instant, il réalise encore une saison exceptionnelle bien sûr. Olivier Giroud. Il y avait le Benfica qui avait éliminé Toulouse lors du tour précédent. Il joue contre les Glasgow Rangers. Ils ont eu chaud le Benfica. Mais bon, parce qu'il gagnait 2-1 le Glasgow Rangers. Puis voilà, Benfica égalisé. Donc du coup, 2 partout. Tout se jouera en Écosse pour le match retour. Ça sera jeudi prochain. Et pour finir, Fribourg, qui avait éliminé l'équipe de Lens lors du tour précédent, il joue contre West Ham et petite victoire. Donc là, tout reste jouable, parce que 1-0, ça se remonte bien sûr pour West Ham, surtout chez eux. Donc le match retour, bien sûr. Là aussi, c'est jeudi prochain. Du coup, tous les résultats, il y a déjà des équipes qui sont quasiment sûres d'être qualifiées, comme Marseille 4-0, ça sent très bon. Liverpool, plus 4, ça sent très bon. L'AS Roma, plus 4, ça sent très bon. Il y a des matchs où tout se jouera, bien sûr. Voilà, c'est indécis, comme le Benfica, comme Fribourg, comme Karabakh, ou même le Sporting. Sporting Atalanta, n'oubliez pas, ça s'était joué mercredi, parce que, comme je dis, que Benfica joue à domicile. Vu que les 2 clubs sont dans la même ville de Lisbonne, ils ne pouvaient pas jouer le même jour. Donc voilà. On continue, les gars, avec l'Europa Conference League. On commence avec Lille. J'ai un peu regardé le début du match. Et Lille a très bien performé, une victoire 3-0 en Autriche, donc là ça sent très bon. En plus à l'extérieur, ils recevront la semaine prochaine à domicile. Donc parfait bien sûr, n'oubliez pas que Sturm Graz, je pense que vous ne le savez pas, mais sur cette année 2024, ils n'avaient pas perdu, ils étaient invaincus. Toute compétition confondue dans le championnat autrichien, tout ça. Puis là, ils ont pris un 3-0, première défaite pour eux sur cette année 2024. Donc les buteurs, côté lillois, David Doublé, Zegrova, magnifique butin de Zegrova, quasiment point de corner. Il a fait une frappe que le gardien, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bref, c'est parti dans la lucarne opposée. Très belle victoire, bien sûr, de Lille, qui prend une sacrée option quand même pour se qualifier. Donc tout d'abord, voici les statistiques de la partie. Et Lille met les gras, en gros, met les gaz
Graz, Sturm Graz, voilà comment s'appelle bien sûr cette équipe. Et concernant David, auteur d'un doublé, 18 buts pour Jonathan David cette saison, l'année 2024 est pour lui, c'est vrai. Bon, ça sent quand même son départ en fin de saison, parce qu'il y a pas mal d'équipes intéressées en Angleterre, en Italie, Naples, qui aimerait peut-être le remplacer, enfin que ce soit le remplaçant de Victor Osimhen, mais bon, voilà, cette saison, il réalise une grosse saison. Début de saison, il avait beaucoup de mal, je me souviens, j'en parlais, il n'avait pas marqué, je crois, au bout de 10 matchs en Ligue 1, il n'avait pas marqué le moindre but, et depuis, ça a beaucoup mieux, bien sûr, pour Jonathan David. Et on va parler de ce jeune joueur, auteur de la passe D sur le premier but du match de Jonathan David, donc Ayoub Boadi. Il a seulement 16 ans et 157 jours, encore un nom à découvrir, à surveiller, parce qu'il est jeune, on peut voir son âge, donc devient le plus jeune joueur français à délivrer une passe décisive en Coupe d'Europe. Voilà, seulement 16 ans et 157 jours. Voilà, donc félicitations bien sûr à ce jeune joueur qui a commencé titulaire cette rencontre. D'autres matchs, les gars, en Europa Conference Ligue Union Saint-Gilloise contre le Fenerbahçe. Le Fenerbahçe a fait le taf, une victoire 3-0 en Belgique, ça sent bon bien sûr pour les Turcs. Batshuayi, Tadic ont été par exemple buteurs lors de cette rencontre, donc les statistiques du match, 3 tirs cadrés, 3 buts pour le Fenerbahçe. Et le gros match en Europa Conference League, c'était ça, Ajax, Aston Villa, 0-0, pas grand chose à dire. Tout se jouera dans le stade du Villa Park la semaine prochaine. Pour le match retour, tous les autres résultats, on peut voir, je sais pas, le Maccabi Tel Aviv qui a gagné 4-1 à l'Olympiakos, donc là aussi, belle option pour eux pour se qualifier, un match avec beaucoup de buts, le Maccabi Haïfa contre la Fiorentina, et c'est la Fiorentina qui s'est imposée 4-3 dans cette rencontre. Du coup, si on fait le bilan des clubs français, ça a été une très bonne journée hier, parce qu'on sait qu'il y a plus que 3 clubs français, et concernant hier, c'est 2 victoires, en plus des grosses victoires, c'est pas une victoire 1-0 ou 2-1, non, c'est 3-0 pour Lille, 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Si on fait le bilan sur la semaine entière, avec le PSG 2-1, le PSG est qualifié sûr pour l'écart, et Lille très bien parti avec une victoire 3-0 à l'extérieur, et Marseille une victoire 4-0 à domicile, très bien parti également. Donc 3 sur 3 pour les clubs français sur la scène européenne cette semaine. On n'a que demandé de plus pour l'indice UEFA, c'est excellent bien sûr parce que c'est des victoires qui rapportent beaucoup de points à l'indice UEFA. Et par exemple les clubs néerlandais, parce qu'on sait que le championnat Pays-Bas est juste derrière, donc par exemple l'Ajax qui a fait 0-0, donc ils ont pris un moins de points on va dire que les clubs français. Donc c'est très très bon. Voilà tout ce qu'il y a à dire bien sûr sur les compétitions européennes. On quitte la France, on part du côté des États-Unis. Nashville Inter Miami dans la nuit dernière. C'était pas un match de MLS, c'était plutôt un match de coupe, je pense quoi, de la CONCACAF Champions Cup, bref, voilà, c'est un match de coupe, c'était 8e de finale, et de partout, voilà, donc on peut voir le buteur côté Nashville, et ils ont eu chaud l'Inter Miami, Messi a égalisé, mais il perdait 2-0, l'Inter Miami, Messi 2-1, et Luis Suarez à la 95e minute de jeu sur une tête, 2-2, voilà, donc sinon ils auraient failli perdre, déjà le dernier coup ils ont failli perdre un match de championnat, ils ont égalisé à la 92e grâce à Messi, là c'est Suarez qui les sauve, cette équipe de Miami, donc c'était un 8e de finale aller, donc il y aura le match retour, normalement la semaine prochaine, enfin je sais pas quand c'est, mais ça sera Miami cette fois-ci à domicile, et concernant ce match, donc Messi les gars, il a pris un gros tacle sur le joueur 3 là, qui lui a mis une grosse semelle, donc il était au sol, mais il a pu se relever, bien sûr, Léo Messi, c'était chaud dans le match les gars, parce que Léo Messi, Suarez et Hannibal Godoy de Nashville, en gros, il y a eu des embrouilles dans cette rencontre. Donc voilà, quelques photos du match qui s'est joué la nuit dernière, les gars, du côté des États-Unis. On va parler de son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, parce qu'il jouait lui hier un match avec son équipe de Al Nasser, c'est un match de championnat d'Arabie Saoudite, et Al Nasser ils ont perdu 3-1 contre Al Raed, ça c'est pas du tout un bon résultat pour Al Nasser qui est deuxième du championnat, il laisse filer vraiment l'équipe de Al Hilal qui joue aujourd'hui. Bref, Al Nasser est désormais sans victoire lors de ses 3 derniers matchs et se situe à 9 points derrière le leader du championnat Al Hilal qui a un match en moins, donc il laisse filer le championnat, l'équipe de Al Hilal qui va remporter bien sûr ce championnat, donc dommage, et Ronaldo a joué, Ronaldo n'a pas été bon, la note, je pense pas qu'il a eu une note aussi basse, mais voilà, il n'a pas fait un super match, Cristiano Ronaldo. C'est que c'est une période un peu compliquée pour Ronaldo et pour Al Nasser. Actuellement, n'oubliez pas qu'ils ont perdu leur match, leur quart de finale aller de Ligue des Champions. C'est dans la semaine prochaine, leur match retour. Vous avez perdu 1-0, donc ils devront absolument s'imposer. Là, ils sont en train de quasiment perdre le championnat. Attention Al Nasser, ça pourrait être une saison quasiment blanche. Et du coup, le classement, donc Al Nasser, ils ont perdu contre les 13e quand même du championnat, donc c'est pas fou. Donc 53 points et 62 points pour Al Hilal, mais Al Hilal un match en retard. On est à la 23e journée, donc il reste plus que 9 matchs avant la fin de cette saison du côté du championnat saoudien. Et Al Hilal joue aujourd'hui du côté de Al Riyad, Al Ittihad, l'équipe de Benzema, il joue contre Al Khalid. On peut voir
l'horaire en gros des rencontres du jour. Il y a aussi des rencontres en Europe aujourd'hui. Stuttgart, Union Berlin, c'est ce soir à 20h30. Le Barça contre Mallorca, donc c'est plutôt rare de voir le Barça jouer vendredi soir parce que le Barça joue mardi dans quelques jours contre Naples en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il joue vendredi, enfin ce soir. Il y aura aussi un Nice-Montpellier ce soir à 21h et Naples, futur adversaire du Barça, il joue aussi ce soir contre le Torino. Donc voilà le programme bien sûr des rencontres dans les gros championnats en Europe. On parlera de tous ces matchs demain. On revient les gars, c'était il y a 7 ans jour pour jour, c'était un 8 mars. Tout le monde se souvient de ce match. Moi, oui, je me souviens très bien, les gars, ça a été terrible. Donc, c'était la remontada du Barça qui entrait dans l'histoire en s'imposant 6-1 face au PSG. Le PSG était humilié aux yeux du monde. C'est vrai que là, il faut prendre ce mot humiliation. En plus, je crois que j'avais fait une vidéo débrief. Je crois que c'était mon titre. J'avais mis humiliation, c'est tout. J'avais juste mis ça en titre, puis j'avais débriefé cette rencontre. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, ce match, déjà 7 ans, où le Barça, les gars, avait écrasé, humilié le PSG. Pourtant, le PSG a gagné 4-0 match aller, c'est pas possible. Mais si, ça avait eu lieu. Bon, on sait que l'arbitre, Denis Tekin, les gars, avait vraiment arbitré. Là, vous pouvez regarder encore les décisions qu'il avait prises. Des pénaltys donnés, tout ça, Suarez qui se laisse tomber. Il y aurait eu la VAR, je ne sais pas s'il y aurait pu avoir tout ça là, à ce moment-là. Mais bon, voilà, ce match restera dans l'histoire tout simplement du sport. Donc on a pu voir Messi à la fin du match. Bon, après le Barça avait été éliminé un tour d'après. Ils avaient perdu, je crois, contre la Juventus. Mais bon, voilà, c'était il y a 7 ans, jour pour jour. Toujours tiens avec les jours pour jour et toujours tiens avec une élimination du PSG. Bon là, elle était totalement méritée. C'était l'année dernière. Il y a un an, jour pour jour, le PSG vivait une nouvelle désillusion en s'inclinant face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale. Kingsley Coman et Eric Choupo-Moting, donc deux anciens parisiens, avaient été les deux buteurs du match retour. Donc on surveille la qualification pour les Bavarois, donc 2-0 au match retour et le Bayern s'est imposé 1-0 au parc. Donc score cumulé 3-0 pour le Bayern, donc il n'y a rien à dire. Saison dernière les gars, parce que des fois le PSG méritait peut-être, là non, le PSG n'avait pas du tout mérité. Puis voilà, ça a été élimination, donc c'était il y a un an, jour pour jour. Toujours avec les jours pour jour, mais rien à voir avec le PSG, mais plutôt Rennes. Il y a 5 ans, jour pour jour, le stade rennais s'imposait 3-1 face à Arsenal Roison Park. Cette belle victoire bien sûr de Rennes. Mais je ne sais plus s'ils avaient été qualifiés pour le tour suivant ou non. Je me souviens plus, je crois qu'Arsenal avait fait le taf pour le match retour. On continue les gars, on revient sur ce qui s'est passé parce que ça fait encore beaucoup parler sur le match entre le Real et Leipzig. C'était mardi soir et Vini critiqué après le match du Real contre Leipzig pour une faute non sanctionnée et surnommé l'étrangleur par Bild. Bild en gros c'est un journal allemand, c'est un peu comme l'équipe en France. Voilà, donc il appelle l'étrangleur, maintenant parlons de Vini Junior. La qualification du Real fait énormément polémique du côté de l'Allemagne parce que Leipzig ça a produit un très bon match. Mais Vini les gars sur cette action, voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait dû prendre tout simplement un carton rouge. Si ça aurait été un joueur de Leipzig qui aurait fait ça, ça aurait pris rouge. Enfin, beaucoup de personnes le disent, comme Benjamin Henrich, c'est le joueur à droite là. Sur la photo, il a dit: je vais le dire ouvertement et honnêtement, si l'un de nos joueurs s'en prenait au coup d'un joueur du Real Madrid, il serait expulsé à 100%. Un autre joueur, Willy Orban, le joueur qui se fait prendre à la gorge, était furieux. Il a dit: malheureusement, les arbitres n'ont pas le courage d'expulser de tels joueurs. Vous pouvez leur donner un carton rouge. Il me pousse avec les deux mains sur ma gorge. C'est tout simplement irrespectueux. Donc lui aussi, il ne comprend pas, tout simplement. N'oubliez pas que Vini, les gars, s'il aurait pris un rouge sur cette action, il n'aurait jamais été buteur, parce qu'il a marqué quelques 5 minutes après, c'est lui qui a ouvert le score, côté Real Madrid. Donc s'il n'était plus là, et après un rouge, bien sûr, il n'aurait pas pu marquer, donc ça aurait changé totalement la donne du match. Et voilà, il y en a qui ironise, on peut dire, avec Vini. Qu'est-ce que faisait la VAR? Voilà, il était en train de jouer à Fortnite. Et Stéphane Guy, sur Canal Plus Foot, lors de l'arbitrage, il a dit: si ce n'est pas Vini, si ce n'est pas le Real Madrid, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut voir le Real Madrid à 10 en Ligue des Champions à la 55e minute? Non. Eric Dimeco, il a dit: sa tunique le sauve sur ce coup-là quand même. Et Stéphane Guy, il a dit: entre le but refusé au match aller, pour des raisons qu'on cherche encore, et cette décision arbitrale-là, ça fait beaucoup. C'est que ça a fait énormément parler, que ça soit en Allemagne, que ça soit du côté de Canal+, donc voilà. Et Mijatovic, les gars, c'est un ancien joueur du Real Madrid. Il dit à Vini de se calmer tout simplement, et critique Vini par rapport à tout ça, parce qu'il aurait pu pénaliser totalement le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid en plus était pas mieux dans le match, parce que Leipzig les dominait. Et imagine, tu joues à 10 contre 11, le Real aurait pu être potentiellement éliminé. On ne sait pas comment ça aurait passé à 10 contre 11. Et il a dit, cet ancien joueur du Real: le maillot du Real Madrid ne peut pas tolérer ce type de comportement. Peut-être que celui d'une autre équipe, oui. Je conseille à Vini de trouver une manière de se calmer ou il ne sera jamais un très grand joueur. Tout le monde lui dit qu'il doit changer son comportement. Il crie sur les adversaires et ses coéquipiers. Ils doivent le calmer comme si c'était un gamin. Il doit changer radicalement. Voilà, même les anciens joueurs et dirigeants du Real Madrid disent qu'il faut qu'il se calme en gros, Vini, parce qu'en gros il aurait pu pénaliser totalement bien sûr le Real lors de cette rencontre. Mais bon, Vini c'est un excellent joueur, on sait que dans le football pur,
C'est l'un des meilleurs au monde, peut-être le meilleur. Et Vini, les gars, sur les 3 dernières saisons, c'est lui le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. But plus passe D cumulé, il a 29. Voilà, Vini sur les 3 dernières saisons de Ligue des Champions. Il devance d'un but Mbappé, de 5 buts Lewandowski ou même de buts aussi d'avance sur Erling Haaland. Donc voilà, Vini c'est bien celui qui est tout devant sur les 3 dernières années de Champions League. Toujours du côté du Real, on va parler de Bellingham. Ne comprend pas sa suspension. Il a pris 2 matchs par rapport au rouge qu'il avait pris samedi dernier à Valence. Il a dit: je n'ai rien dit d'offensant. C'est vrai qu'il n'a pas insulté l'arbitre. Je pense que parce que je suis nouveau, il veut faire de moi un exemple. 2 matchs, c'est un peu ridicule. Je suis totalement d'accord. En plus, il marque un but, on peut comprendre qu'il est frustré. Il a dit juste, voilà, c'est un énorme but. Pourquoi vous le refusez? Puis l'arbitre lui a mis un rouge direct. Donc voilà, prendre un rouge par rapport à ça. Et surtout 2 matchs de suspension, ça fait beaucoup. Donc le Real a fait appel, donc maintenant on attend bien sûr la décision. Et toujours avec Jude Bellingham, donc là il risquait beaucoup de matchs. Et du coup il n'y aura pas de match suspendu. Donc l'enquête contre Jude Bellingham concernant son échange verbal avec Mason Greenwood a été classée sans suite. Donc c'était un match entre Retafe et le Real. Et Bellingham aurait dit le mot violeur tout simplement Mason Greenwood. Donc il n'a pas pu être prouvé à 100% que Bellingham l'a traité de violeur, j'ai dit. Donc si ça aurait été prouvé à 100%, en gros il aurait pu prendre minimum 10 matchs de suspension, c'est-à-dire il a pu jouer jusqu'à la fin de saison. Donc il s'en sort très bien, l'affaire est classée sans suite. Un journaliste a posé 14 questions au Aurélien Tchouaméni hier soir, c'était avant-hier, au sujet de la rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club espagnol venait de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions et le journaliste ne lui posait même pas des questions sur le match, mais seulement sur Kylian Mbappé qui connaît. Est-ce qu'il va venir? Est-ce que vous avez des contacts? Tout ça. 14 questions. C'est pas possible, bien sûr. Tu en poses une vite fait. Et voilà, donc 14 questions. Voilà, il est un petit peu fort. Et en parlant de Tchouaméni, lors du dernier match de championnat contre Valence, on sait qu'il a blessé malheureusement, parce qu'il n'a pas fait exprès, Diakabi. Et Diakabi a été opéré avec succès. C'était hier, jeudi. Il s'est fait opérer. En France, je crois que c'est à Lyon. Donc après sa luxation du genou, son absence pourrait durer jusqu'à minimum 12 mois. C'est pas jusqu'à 12 mois, c'est minimum 12 mois. Donc il devrait revenir quasiment début de saison. Pas qu'arrive là la prochaine saison. Donc très bon rétablissement à lui. Et il a mis à ce message: Dieu merci, l'opération s'est bien passée. La blessure est très sérieuse et la rééducation sera sans doute très longue. Mais j'ai conscience que je reste un privilégié car il y a toujours pire dans la vie. Magnifique mentalité, bien sûr. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Diakabi. On va parler d'un joueur aussi, lui aussi. Ça fait longtemps qu'il est blessé. C'est Kimpembe qui n'a plus besoin de bottes et remarche normalement bientôt le retour sur le terrain. On espère. Lui, ça fait déjà plus d'1 an. Il avait été blessé début février 2023. On est début mars. Ça fait plus d'1 an. Et un mois qu'il n'a pas joué, Kimpembe. Il avait été blessé lors d'un classico, un classique contre l'Olympique de Marseille, où le PSG s'est imposé 3-0. Donc voilà, il peut enfin enlever sa botte de marche, parce qu'il devait prendre cette botte de marche-là. Donc est-ce qu'il jouera peut-être avant la fin de saison? On verra. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, on peut dire, pour Kimpembe. Erling Haaland répond à Alexander-Arnold qui a déclaré que les trophées de Liverpool ont plus de valeur que ceux de Manchester City. Il a dit: s'il veut dire ça, d'accord, je suis ici depuis 1 an, j'ai remporté le triplé avec Manchester City et c'était plutôt agréable. Je ne pense pas qu'il connaisse cette sensation de remporter un triplé. Voilà ce qu'il peut dire Haaland, qui répond à Alexander-Arnold. Voilà, parce que c'est le petit pic avant le match. N'oubliez pas, dimanche, donc là après-demain, Liverpool reçoit Manchester City, le premier contre le deuxième de la Première Ligue. C'est quasiment le match, une finale de Première Ligue. Donc voilà, ça envoie déjà des pics bien sûr avant cette rencontre. Et toujours avec Haaland, donc Manchester City est soulagé que Kylian Mbappé aille au Real Madrid, ce qui ferme la porte à un départ de Haaland cet été. Parce que si imaginez Mbappé, les gars, il reste encore au PSG, peut-être le Real serait positionné sur Haaland. Et du coup, vu qu'Mbappé va certainement aller au Real, on peut dire Haaland resterait au moins une année de plus. Moi, je vois bien Haaland, les gars, quitter Manchester City. Ça sera plutôt l'été 2025. Et je le vois bien aller en Espagne, au Real ou au Barça. Je pense que ça sera un de ces 2 clubs-là, son futur club. Et tiens, toujours avec le Real, un supporter, Florentino Pérez, signé Mbappé, Alphonso Davids avec eux. Nous allons tout gagner. Pérez, il a dit: qui est Mbappé, qui est Davids? Bon, voilà, il a dit ça bien sûr, avec un peu d'ironie, il connaît très bien les joueurs. Et voilà, les deux, c'est fait, on peut dire à 99% les deux. Parce que David aussi, les gars, c'est quasiment fait. Il devrait débarquer du côté du Real Madrid. On va parler d'Axel Disasi, le seul joueur de Chelsea, de toute l'équipe première qui a été disponible pour chaque match cette saison. Bon, il n'a pas joué non plus tous les matchs, mais il était disponible pour tous les matchs. Sinon, tous les autres joueurs, tout un coup, ils ont été forfaits, suspendus. Voilà, c'est seulement Axel Disasi qui était dispo depuis début août. Donc c'est fou. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs pas là du côté de Chelsea. Et tiens, toujours avec Chelsea, garde un œil sur Nico Williams pour l'été qui arrive, prêt à activer sa clause de 50 millions d'euros. Bon,
pas de souci, bien sûr pour Chelsea. Donc Lille attire aussi d'autres clubs de première ligue. Regardez ce qu'il dit, c'est Fabrizio Romano. Donc il y a des chances de voir Nico Williams quitter Bilbao en fin de saison. On va parler de Thiago Motta, c'est officiel, il est élu entraîneur du mois de février en Serie A, c'est mérité pour lui. Donc l'entraîneur italien est actuellement 4e au classement avec Bologne. Mais lors du mois de février, c'est simple, 5 matchs, 5 victoires. Voilà, c'est les matchs qu'il a pu être entraîneur lors du mois de février en Serie A. Donc logiquement, il remporte ce prix. Donc n'oubliez pas que Bologne est 4e, donc provisoirement qualifié pour jouer la future Champions League. Ce serait incroyable bien sûr de les voir en Ligue des Champions la saison prochaine. Et on va parler d'un autre entraîneur, c'est Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon avant le match contre Valenciennes, demi-finale de Coupe de France. Il a dit qu'à affronter Valenciennes en Coupe de France, c'est le pire tirage pour lui, c'est le pire. Je suis juste satisfait qu'on joue à domicile. Pourquoi le pire? Car Valenciennes a tout à gagner et on considère aujourd'hui que ce tirage fait que Lyon doit se qualifier, certainement parce que Valenciennes est quand même dernier de Ligue 2, donc oui Lyon, mais pour dire quand même que c'est le pire tirage, je pense que tu demandes aux supporters entre affronter en demi-finale Valenciennes ou le PSG ou je sais pas, ou Nice. Tu préfères bien sûr taper Valenciennes, donc voilà ce qu'a peut dire Pierre Sage. Tiens, en parlant de la Coupe de France, ou peut-être Lyon se qualifiera, parce que son demi-finale contre Valenciennes, à domicile ça pourrait le faire. Officiel, la finale de la Coupe de France se jouera à la Decathlon Arena du LOSC le samedi 25 mai, ça sera pas au Stade de France, parce que vu qu'il y a les JO, il n'y a plus de match. C'est pour ça aussi que les matchs de l'équipe de France de foot ne se joue pas au Stade de France. Voilà. Donc ça sera dans le stade de Lille où se déroulera tout simplement cette finale de Coupe de France le 25 mai, dans à peu près 2 mois et demi à peu près. Et voilà. Concernant toujours avec l'équipe de Lille, même là si c'est leur stade qu'on parle, mais officiel, la youtubeuse belge qui compte plus de 24 millions d'abonnés, Céline Dept, qui est invitée par le LOSC face à Rennes. Donc là, dimanche après-demain à 17h, Lille reçoit Rennes. Lille va être content après leur victoire 3-0 hier. Donc cette fois-ci c'est Rennes au programme. Et donc parce que Eden Hazard sera présent, il va donner le coup d'envoi. Eden Hazard, ancien joueur légende bien sûr du côté de Lille. Donc il y aura aussi cette youtubeuse belge que je connais pas. Donc voilà, elle sera présente également pour cette rencontre après-demain. Et toujours du côté de Lille, on sait que Lille et Lens, c'est bien sûr les clubs rivaux on peut dire. Donc un panneau sur l'autoroute affichant Lille a été tagué et remplacé par Lens du côté du nord de la France. Et toujours avec Lille, donc là c'est plutôt le match la semaine prochaine, pas après-demain mais dimanche prochain. Donc le LOSC a écrit à la LFP pour demander le décalage de son match à Brest, parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, le 17 mars, il joue à 13h. Donc, parce qu'il y a Brest qui reçoit Lille, c'est un gros match. Brest est 2e, Lille je crois ils sont 4e de la Liga, donc gros match. Donc Lille voulait jouer remplacer à 13h et plutôt jouer à 19h pour optimiser le repos du groupe 3 jours après le 8e de finale, parce que Lille du coup va jouer jeudi prochain leur match retour contre Sturm Graz à 21h et du coup ils jouent déjà le dimanche à 13h, donc c'est pour ça qu'il a demandé pour jouer à 19h. Donc le stade brestois refusé catégoriquement, donc Brest ne veut pas, alors que Prime Video, le diffuseur du match, eux étaient d'accord. C'est seulement Brest qui n'a pas voulu. Du coup, le club brestois a prévu plusieurs animations et s'est déjà engagé sur diverses prestations. Il ne veut donc pas décaler l'horaire du match. Donc, il y a peut-être ça. Je pense qu'ils auraient pu, s'ils voulaient vraiment décaler le match, c'est surtout qu'ils ne voulaient pas que Lille ait un peu plus de repos. Donc, voilà. Du coup, le match se jouera bien dimanche à 13h, dimanche 17 mars. Mais pas que le match dimanche, là, après-demain, en Ligue 1, c'est le PSG qui reçoit l'équipe de Reims. Et en parlant de Brest, Franck Hens, le coach de Lens, voit Brest finir à la 2e place à la fin de la saison. Il a dit qu'ils vivent une saison extraordinaire, mais qui est totalement méritée. On ne fait pas 46 points en 24 journées par hasard. Ils sont forts quand il faut être fort. Ils savent travailler en attaque placée directe, en transition. Ils sont forts sur coup de pied arrêté. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Brest va s'écrouler. Je pense qu'ils finiront 2e. J'en suis quasiment convaincu. Et ce qui voudrait dire Ligue des Champions saison prochaine pour Brest, ce serait incroyable. Je crois qu'eux ont terminé le meilleur classement. Je crois que j'en ai parlé il y a quelques semaines. Ça a été 7e. Une saison de Ligue 1, 7e. Un meilleur classement. Puis là, ils vont peut-être finir 2e. Parce qu'on ne pense pas qu'ils vont non plus dépasser le PSG en fin de saison. Quand même 9 points de retard. Bref, 21 joueurs seraient sur le départ de Manchester United cet été. Par exemple, Rashford, Varane, Maguire, Casemiro, Sancho, Anthony, même Greenwood notamment sont dans cette liste. Il y a des joueurs prêtés comme Greenwood à Retafe, comme Sancho du côté de Dortmund. Mais voilà. Beaucoup de départs normalement en fin de saison du côté de Manchester, donc certainement un nouveau cycle du côté des Red Devils. La lettre ouverte de Riyad Mahrez à Jamel Belmadi, donc l'ancien sélectionneur de l'Algérie. On sait que c'est Petkovic maintenant le nouveau sélectionneur des Fennecs. Donc merci pour tout Jamel, malgré cet échec à la dernière CAN. On n'oubliera jamais celle en Égypte, la 2e étoile que tu as ramenée au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n'oublierai pas non plus le travail acharné que tu as fait durant ces 6 années et surtout l'amour que tu as pour notre drapeau. Tout ce que tu as fait, entrepris, ça n'avait que pour but de rendre fier le peuple. Merci frérot. Donc voilà, un très beau message quand même de Riyad Mahrez envers Jamel Belmadi.
ancien sélectionneur de l'Algérie. Le calendrier des Bleus, donc l'équipe féminine pour les qualifications à l'Euro 2025. Donc les deux équipes en tête du groupe seront directement qualifiées, tandis que les deux autres disputeront des barrages. Donc en plus la France, gros groupe avec la Suède, une grosse équipe, et l'Angleterre, énorme grosse équipe aussi. Donc voilà, le premier match sera contre l'Irlande en France, puis après ce sera 2 déplacements cruciaux en Suède et en Angleterre. M6 diffusera les Coupes du Monde 2026 et 2030. J'avais parlé il y a quelques jours que c'était à 2026, ce sera M6, mais aussi celle de 2030. Les 2 prochaines Coupes du Monde, c'est M6 qui aura tous les matchs, ceux qu'on fait le meilleur offre que TF1. Et voilà, c'est sûr, c'est M6. Donc voilà, pour les 2 prochaines Coupes du Monde, donc il n'y aura pas de Grégoire Margoton ou Lizarazu pour commenter les matchs des Bleus, on peut dire, lors des prochaines Coupes du Monde. Et il y aura quand même 54 des 102 matchs de la prochaine Coupe du Monde. En gros, ils auront sur les 102 rencontres de la Coupe du Monde 2026, ils vont choisir les 54 affiches qu'ils veulent diffuser, les 54 plus beaux matchs, on peut dire. Donc voilà, sinon je pense que tous les matchs seront diffusés sur Bein Sport. Voilà, Beansport, je crois qu'ils vont diffuser les 102 matchs, mais voilà, sur une chaîne gratuite, en clair, ça sera sur M6. Et patron du groupe M6, donc Nicolas, désolé, de Traverneau, confirme que sa chaîne a pris tous les droits de diffusion. Donc le groupe pourrait néanmoins encore signer des accords sous licence avec d'autres diffuseurs comme France Télévisions, même TF1. Ça se peut qu'il y ait des matchs sur TF1, mais en gros, ce serait M6 qui vendrait ses matchs à TF1, si TF1 veut des matchs. Mais voilà, sinon, pour l'instant, c'est M6 qui diffuserait bien sûr toutes ces rencontres. Et on va parler aussi de gros sous. McDonald's, j'ai dit, avec la Ligue 1, Uber Eats, c'est bientôt fini, ça devrait passer la Ligue 1, McDonald's. Et McDonald's devrait rapporter 30 millions d'euros par an pour le naming de la Ligue 1. Donc Riolo parlait de 20 millions d'euros il y a 3-4 jours, mais ce serait plutôt 30 millions d'euros. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La dernière fois, j'ai dit que, c'est Riolo qui dit ça, la dernière fois, j'ai dit que c'est 20 millions d'euros par an, mais c'est 30 millions d'euros par an que va toucher la Ligue 1. C'est un contrat monumental. Uber Eats était prêt à monter à 15 parce que Uber Eats donnait, il était prêt à monter à 19. Donc Uber Eats donnait 15, ils étaient prêts à monter à 19. Mais voilà, même 19 c'est pas assez parce que la Ligue 1 avec McDo ils peuvent faire 30 millions. Donc c'est un contrat incroyable pour la Ligue 1. Donc ce partenariat de 3 ans rapporterait donc 90 millions d'euros au total pour la Ligue 1, voilà, sur 3 années, où la Ligue 1 va s'appeler la Ligue 1 McDonald's. Et tiens, juste une comparaison avec la Serie A, parce que la Serie A s'appelle la Serie A Team, donc Team avec la Serie A offre 20 millions d'euros par an. La ligue italienne, donc McDo c'est 30, c'est 10 millions d'euros de plus que du côté de l'Italie. Donc voilà, c'est le jackpot total bien sûr pour la Ligue 1. C'est du jamais vu en Europe, jamais un sponsor a payé autant pour devenir naming d'une ligue en gros. Donc parfait, on peut dire pour la Ligue 1. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec plus de 6 millions de femmes supportent un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Cela représente 40% des fans de football aujourd'hui. Et tiens, une petite question que je vais vous poser, parce que je sais qu'il y a beaucoup de garçons bien sûr qui me suivent, mais est-ce qu'il y a des filles les gars? N'hésitez pas à mettre en commentaire les gars s'il y a des filles qui me suivent. Bon, je pense que très peu parce que voilà, c'est plus un sport suivi par les garçons, mais on peut voir que les filles sont de plus en plus à suivre le foot, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des filles qui ont regardé l'épisode du jour. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.